Jeudi matin. Fabienne s'assoit au volant de sa Renault Zoé. Elle allume France Inter, elle n'a plus vraiment le choix. On vous rappelle que c'était aujourd'hui le dernier jour de dépôt pour les propriétaires de Charroux. Quel débat ça avait été! Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Guillaume Meurice. Ce matin, il allait à la rencontre de ces derniers Français qui fêtent encore Noël. Des cadeaux sous un sapin, des bûches de Noël. C'est fou les choses absurdes qu'on peut faire par tradition. Sur ces pensées correctes, Fabienne franchit les portes de son administration. À la machine à tisane, Juliette est inconsolable. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Montirou? Là, quand même, Fabienne est affectée, et c'est le corps lourd qu'elle gagne son box. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres priorités? Et pourquoi spécifiquement les roues? Cette puce lui a facilité la vie, mais depuis qu'ils lui ont implanté, elle entend des voix. Il faut payer plus d'impôts. J'avoue, j'ai un peu grossi le trait, mais quand même. Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. Et du coup, il faut qu'on en parle. Il y a bien longtemps, à l'époque où j'étais encore au collège, j'étais tombé sur cette courte nouvelle en accompagnant ma maman à la librairie. Et le temps qu'elle finisse de bavarder, je l'avais lu. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où l'on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste, un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends? Je pouvais pas le faire passer pour un brun. Bah, un labrador, c'est pas trop sa couleur. Mais il avait quoi comme maladie? C'est pas la question, c'était pas un chien brun, c'est tout. L'auteur Frank Pavlov, et j'ai vérifié, ce n'est pas un nom de plume, traite d'un thème classique mais néanmoins inquiétant, à savoir la facilité avec laquelle nous sommes prêts à nous habituer à des politiques qui nous semblent arbitraires, qui parfois nous font mal, mais ça passe, parce qu'elles viennent de figures d'autorité. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat, et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand chose, et pour les chiens, c'est quand même sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. Vous vous en doutez, c'est cet essai qui m'a inspiré le petit scénario que je me suis autorisé en début de vidéo. Et vous vous en doutez également, c'est l'actualité qui a fait remonter cette nouvelle à la surface de ma mémoire. Restriction du nombre de chats par ménage, couvre-feu pour les animaux de compagnie, obligation de tenir son animal en laisse, abattage de plusieurs millions de chats errants par des robots tueurs. L'auteur avait vu juste, il s'était simplement trompé de couleur. Pour analyser cette séquence, j'aurais pu inscrire mes pas dans ceux de l'excellent Clément Viktorovitch. La fenêtre d'Overton, c'est un concept qui a été forgé par un lobbyiste américain, Joseph Overton. Ça désigne le spectre du disciple dans l'espace public. Au fond, l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Ce qu'il y a derrière, et ça c'est important, c'est que cette fenêtre, on peut l'élargir, on peut travailler à l'élargir progressivement. Et en élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée. Je le trouve pertinent cette fois, mais pour tirer des leçons rhétoriques de cette séquence, nous allons plutôt partir des réactions outrées suscitées par François Gémen, notre expert du GIEC. Apparemment, la mère Michel n'est pas disposée à perdre son chat. Et ce bad buzz s'explique selon moi par la non prise en compte par notre orateur de la distinction entre le rationnel et le raisonnable. J'emprunte cette distinction au philosophe Chaim Perelman, auquel on doit notamment le traité de l'argumentation, que je cite de temps en temps. Pour que vous compreniez son cheminement, c'est un homme qui est parti de la logique formelle pour en arriver à la rhétorique. La transition vient de sa découverte de l'argumentation juridique et de son constat que dans certains cas, l'application stricte de la loi peut déboucher sur des injustices. Certes, il ne faut pas voler, mais si l'homme mourait de faim, il y a la lettre et il y a l'esprit.
pour comprendre l'esprit, on doit puiser dans des dimensions non formalisables telles que la conscience, la morale, la convenance. Ainsi, pour être acceptable, une décision ne doit pas seulement être rationnelle, elle doit également être raisonnable, ne pas trop s'écarter du bon sens des braves gens. Et si vous voulez, c'est un peu le problème en l'occurrence. Parce que le chat, effectivement, est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter. Et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Ça se tient, c'est concevable, mais monsieur et madame Martin, ils aiment leurs chiens, sincèrement, et déjà qu'ils n'ont pas grand-chose, qu'est-ce que tu viens les enquiquiner avec tes lubies de citadin ? Tout ça pour dire que, comme l'écrivait Aristote, si vous voulez que votre discours persuade vos frères humains, vous devez les traiter comme des êtres complets, des êtres de raison donc, mais aussi de sensibilité et de caractère. Ainsi, quand vous êtes en position d'orateur, une fois que vous avez fait votre travail sur le logos, à savoir rassembler vos arguments et les données qui les soutiennent, vous devez encore vous poser 2 questions. D'abord, une question sur l'éthos. Est-ce que le public ne sera pas trop tenté de me dire « mais pour qui tu te prends ?» Par exemple, qui suis-je pour leur dire que leur chien pollue, alors que, dodu comme je suis, je ne dois pas y aller de main morte sur la côte à l'os. Ensuite, vous devez vous poser une question sur le pathos. Est-ce que, avec mon discours, je ne risque pas de blesser inutilement ceux qui vont m'écouter ? Est-ce que je serai prête à assumer mes propos, yeux dans les yeux, avec le public que j'ai visé ? Ces questions sont de bons garde-fous. Côté réception du discours maintenant, vous n'avez pas à accepter qu'on piétine votre sensibilité. Si vous sentez que le discours d'un expert vous fait violence, vous choque profondément, et si, plus généralement, vous avez l'impression que le discours ambiant veut vous imposer du changement, méprise vos sentiments, si vous percevez qu'on veut vous pousser à abandonner des choses qui vous sont chères, à renoncer à ce que vous trouviez juste, bon, évident, peut-être que c'est que vous êtes bas de plafond, trop déconnecté de l'air du temps, mais peut-être aussi qu'il est temps de résister, de faire entendre votre voix et d'inciter ceux qui se permettent de régenter vos vies à se montrer plus raisonnables. Vous venez de regarder un nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que vous pouvez m'aider grandement à continuer mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Je voulais partager également une pensée avec vous. Malheureusement, je ne peux plus créditer son auteur, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment. Donc si vous vous rappelez qui a dit ça, je vous propose de mettre le lien dans les commentaires. Voici la pensée profonde. Les chats sont de droite, les chiens sont de gauche, mais les propriétaires de chats sont de gauche et les propriétaires de chiens sont de droite. Je vous laisse méditer à ça, et je vous rappelle que si vous voulez recevoir des leçons de rhétorique directement dans votre boîte mail, ça se passe avec le premier lien en description pour rejoindre mon cercle des orateurs et passer au niveau supérieur en rhétorique. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.